Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le grand format du dimanche. C'est politique christique, puisque cela se passe un 25 décembre 2022. Eh bien, c'est la Noël. L'éditorialiste vous souhaite une très belle fête de Noël que vous passez excellemment bien de toutes les façons. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de tous les dimanches avec nos invités. Emmanuel Okonon, bonjour. Bonjour, cher Théodule. Merci d'être là. Emmanuel Okonon, secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Merci à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Et joyeux Noël aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Oui, avec vous, nous avons bien sûr Stéphane Narine-Rosso. Stéphane, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Très bonne fête, ça se passe bien? Ça se passe bien, on regrette. Ça a bien démarré à la maison? Absolument. Très bien. Stéphane Narine-Rosso est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Et puis nous avons avec nous Moubrak Assombolo. Moubrak, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce dimanche. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Très bien. Rédacteur en chef du quotidien Le Meilleur. Joyeux Noël à vous aussi. Merci, joyeux Noël. Quand même vous êtes Moubrak. N'est-ce pas? Joyeux Noël à vous également et joyeux Noël à tous les téléspectateurs de RTV. Très bien, merci à vous. Et comme il est de coutume, ce sont les collègues qui choisissent les sujets qui les auraient intéressés tout au long de la semaine. Ce qui est sûr, l'actualité est riche ces derniers temps. Eh bien, les législatives en ligne de mire. Nous allons en parler tout au long, en grande partie tout au long de cette émission, et aborder également d'autres questions d'actualité. Je commence par Emmanuel Okonon. Emmanuel, c'est l'actualité au gré du vent. Qu'est-ce qui vous aurait intéressé? Bon, l'actualité depuis le lundi, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs informations qui ont marqué l'actualité au Bénin. Oui. Et nous avons principalement la question des législatives qui est en train d'être préparée. Et la Sénat a lancé récemment, je dirais le 23 décembre passé, et la campagne électorale. Le Bénin s'apprête pour élire les nouveaux membres de l'Assemblée nationale, 9e législature, le 8 janvier 2023. Alors, la campagne qui a été lancée, c'est une campagne qui permettra en réalité aux partis politiques d'aller sur le terrain et d'aller convaincre les mandants de leur projet de société, de ce qu'ils ont à offrir réellement au cours donc de la mandature à venir. Et le principal défi à relever lors de cette campagne électorale qui vient d'être lancée, c'est le défi de la paix. Le défi de la paix. Puisque nous ne sommes pas sans savoir qu'en 2019, nous avons assisté à des cas de violence dus à l'absence des partis de l'opposition dans la course pour les élections législatives. Alors, puisque cette situation était survenue en 2019, il faut travailler cette année et je dirais l'année prochaine en 2023 pour les élections législatives de 2023. Il faut travailler à ce que ces situations-là ne reviennent plus et qu'on n'assiste plus à ces cas de violence qu'on a eu dans ces localités-là. Donc les partis politiques ont le défi donc de modérer leur discours sur le terrain, ne pas provoquer en réalité les uns les autres, puisque c'est vrai, on dit qu'on peut avoir, les uns et les autres, on peut avoir les avis différents, mais il faut être tolérant et savoir réellement comment est-ce qu'il faut modérer, comme je l'ai dit, le discours, pour que les partis de l'opposition ne soient pas frustrés par les partis de la mouvance, que les partis de la mouvance ne soient pas frustrés par les partis de l'opposition. Et qu'est-ce qu'il faut réellement comme contenu de ce discours? Certainement, j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure. Très bien. Oui, Stéphane, votre avis sur la question, sur ce défi de paix, parlant donc des partis politiques et qui sont aujourd'hui face au défi de la paix en cette période. Oui, je pense que Emmanuel a vu juste en évoquant ce sujet qui est quand même pertinent dans un contexte électoral. C'est déjà intéressant de penser à la question de la paix parce qu'on ne peut rien faire de bien et de beau sans la paix. Et donc je pense que ce sujet est pertinent. Et moi, je pense que
il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à ce qu'Emmanuel est en train de dire. C'est que par rapport aux élections passées, en fait, aux élections législatives passées, c'était qu'il y avait exclusion. Les gens se sont... Est-ce qu'il y avait en tout cas, il y avait... Non, les gens ont estimé. Ils ont estimé, voilà. Donc, ils ont estimé qu'il y avait exclusion. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'exclusion dans la mesure où tous les partis politiques, en tout cas tous les partis politiques qui se sont conformés au test, ont été admis à compétir pour ces élections législatives. Donc je pense que a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis parce qu'ils ont été tous pris en compte. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est de savoir si dans l'euphorie, ces partis politiques de l'opposition ne vont pas tenir un certain discours qui pourrait frustrer les partis de la mouvance. Et c'est à cela qu'il faut, pour qu'il y ait paix, moi je pense qu'il faut appeler ces partis de l'opposition. Est-ce que c'est pas ça que la HAC est en train de viser, c'est ça que la HAC est en train d'éviter en les invitant à la signature, à signer cette charte de bonne conduite? Oui, signer la charte de bonne conduite est une chose, mais respecter cela sur le terrain en est une autre. Et il ne faut pas perdre de vue que les politiciens, lorsqu'ils sont sur le terrain, la HAC ne serait pas là pour les cadrer. Donc il faut... Mais la HAC se réveillera au grain. Absolument, mais il est important d'attirer leur attention sur le fait que les partis de l'opposition doivent surtout tenir un discours de paix. Parce que ils se sont sentis exclus par le passé. Actuellement, qu'ils sont entrés dans le jeu, ils peuvent dire nous allons revenir à la charge à travers un certain nombre de discours qui pourraient frustrer. Et donc, il faut leur demander, n'est-ce pas, de rester dans le cadre qu'il faut, avoir un discours rassembleur. Et ce qui se fait déjà depuis le lancement de la campagne, quand on voit les messages qui sont divulgués par ces partis politiques, on peut espérer que tout va se passer dans un climat de paix et surtout inviter les populations à ne pas adopter des comportements ou des pratiques qui pourraient prêter à confusion. Le militantisme, c'est bien, mais le patriotisme est encore mieux. Alors, Moubarak, est-ce que la HAC ne joue pas de l'anticipation, ou même les partis politiques qui aujourd'hui, en acceptant aller à ces élections, sinon à cette élection, n'ont-ils pas déjà opté pour cet engagement, pour cette paix? Je parle des partis politiques, de tout ce qu'il y a eu comme activité allant dans ce sens. D'abord, moi je crois que les élections au Bénin ont été toujours les moments de joie. Depuis, à l'exception de peut-être celle de 2019 et un peu celle de 2021. Selon vous, de toute façon, selon moi. Il n'y a rien eu de grave. Selon moi. Oui. Et je crois que cette élection de 2023, du 8 janvier, sera encore une fois une élection d'euphorie, de joie, de paix. Les partis politiques qui se sont sentis exclus depuis près de 6 ans maintenant, n'auront plus, ils n'ont pas le choix que de donner des discours qui peuvent les favoriser. Aller demander sur le terrain, par exemple, donner des discours haineux sur le terrain ne va du tout pas les arranger. Moi, je crois que cette fois-ci, ils ont compris et derrière les messages le prouvent. Si vous lisez les messages qu'ils adressent souvent aux populations, ce sont des discours de sortez, votez pour nous, avec nous vous aurez ci, avec nous vous aurez ça, avec nous vous aurez ça. Vous ne sentez même pas qu'il y a des gens qui sont en colère parce que par le passé ils se sont sentis exclus. Moi, je crois que le défi ne sera pas au niveau de la paix, mais le défi sera plutôt beaucoup à comment engranger le maximum de votants pour son compte. Donc la paix, c'est vrai, toute élection, d'abord c'est les tensions, c'est les nerfs dans la tête, même si on pense que c'est de la joie, chacun fait tout pour que sa paroisse gagne. Mais je crois que la paix ne sera pas un gros défi pour ces élections. Chacun va combattre pour vraiment engranger le nombre de votants pour sa paroisse. Alors, sous quel signe vous mettez-vous la signature de cette charte de bonne conduite à laquelle tous les partis politiques ont adhéré? Oui, moi je crois que c'est de bonne foi que la HAC l'a fait. C'est de bonne foi.
et la RAC prend des précautions, comme on dit, et la répétition est pédagogique. Absolument. C'est vrai que vous le savez, tout le monde le sait, tout le monde crie l'appel, mais il faut quand même rappeler à tous ces partis politiques que vous avez un devoir vis-à-vis du peuple. Comme l'a dit Stéphane, c'est vrai, le militantisme d'abord, mais le patriotisme doit primer. Après eux, le Bénin va toujours rester. Donc il n'a rien à faire et à commencer par demander à tel sympathisant de créer tel problème à tel type. Non. Le défi pour 2023, c'est comment faire pour maximiser le nombre de députés, le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Le défi de la paix ne sera pas un défi. Ils n'auront même pas le temps de le faire parce que ce n'est pas évident que la RAC leur permet. Parce que la RAC a également pris des garde-fous pour empêcher souvent que ces messages-là arrivent sur le grand toit. Oui, Emmanuel Leconon, oui. Alors, quand on parle de défi de la paix, oui, c'est vrai que tous les partis politiques sont aujourd'hui dans cette démarche. Reste le discours, puisque c'est ça le contenu, c'est ça l'information que eux aussi, candidats et partis politiques, apportent. Sur le terrain, est-ce que là n'est pas le véritable problème auquel tous les partis politiques et les candidats devraient penser à chaque fois quand ils descendent sur le terrain? Alors justement, puisque le contenu du message ne doit pas être seulement, nous sommes candidats pour vous représenter à l'Assemblée nationale, mais quelle est l'offre? Je l'ai précisé récemment sur le plateau, quelle est l'offre que ces partis politiques présentent en réalité? Et quand je parle d'offre, je parle des projets que le parti a qui pourrait contribuer à la vie, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et lorsque je prends, il y a beaucoup de chantiers que les partis politiques peuvent essayer de sonder et voir dans quelle mesure prendre par exemple le secteur de santé, le secteur de la sécurité, et la question de l'emploi des jeunes et autres. Là, vous abordez d'autres questions? Non, en fait, l'offre... Le défi de la paix. L'offre a présenté dans le contenu en réalité des messages, au-delà donc de la question de paix, nous avons parlé de la question du contenu des messages. Moi, je m'appesantis sur la question du contenu des messages. Et cela permettra en réalité de ne pas lancer des pics, des discours haineux, et de s'écarter un peu de ces discours-là qui ne pourraient pas favoriser réellement la paix, de focaliser l'attention réellement sur ces offres, comme je l'ai dit, des offres palpables, des offres que la population pourrait apprécier. Moi, j'ai suivi quelques messages de quelques responsables politiques. Depuis vendredi, c'est ça? Depuis vendredi, depuis que la campagne est lancée? Oui, depuis que la campagne est lancée, j'ai suivi quelques messages et j'ai apprécié quelques messages qui ont été tellement pratiques. Il y en a d'autres qui, ma foi, ne sont pas réellement, ne me convainquent pas réellement parce que les responsables de ces partis, en réalité, n'ont pas proposé des choses concrètes. Ils vont dire, soit nous irons, c'est mon analyse, mon appréciation personnelle, nous irons à l'Assemblée nationale et nous sommes le parti idéal pour y aller. Mais vous êtes le parti idéal. Qu'est-ce qui prouve réellement que vous êtes le parti idéal? C'est à travers ce que vous voulez faire en réalité au sein de l'Assemblée nationale. Donc au-delà de la question de paix, le message, que ce soit un message, un contenu appréciable et convaincant par rapport donc à l'enjeu que nous avons. Oui, Stéphane. Oui, je voudrais compléter à ce que disait Emmanuel tout à l'heure que c'est vrai, il essayait de démontrer qu'au-delà de la paix, il faut le message. Mais moi, je pense que par rapport à la question de la paix, c'est que les candidats qui vont à la rencontre des populations doivent les amener à adopter une posture pacifique tout au long de la campagne électorale. Parce qu'au-delà des rassemblements, il y a ce qu'ils appellent les porte-à-porte qui se font. Donc, au-delà des rassemblements, qui parfois, si ils ne sont pas bien encadrés, peuvent dégénérer, au-delà de ces rassemblements, il y a les porte-à-porte. Et les porte-à-porte, c'est des débats. C'est de dire non, moi, mon candidat a ci, mon candidat a ça. Donc, on doit pouvoir éduquer les populations à savoir que la politique, ce n'est pas de l'affrontement physique, ce n'est pas de l'affrontement verbal, c'est un débat d'idées
sur des choses que nos candidats proposent. Et ça, c'est une éducation que les partis politiques doivent donner à leurs militants. Et c'est cela qui va favoriser, n'est-ce pas, donc un environnement de paix pour que tout se passe bien. Et Moubarak le disait tout à l'heure, les élections au Bénin se sont toujours déroulées dans un environnement de paix. Et notre souhait, c'est que ces élections-là ne fassent pas exception et que ça se déroule toujours dans un environnement de paix pour que la vie puisse normalement continuer. Et je pense que ce travail-là, tout au long de ces 15 jours, les partis politiques doivent le faire, les candidats également doivent le faire. La vie va toujours continuer à exister au Bénin. Et bien alors, n'est-ce pas, Moubarak? Oui. Moi, je veux juste rappeler quelque chose. Oui. Pour moi, les partis qui se sont sentis par le passé exclus et qui, je vais dire malencontreusement, ont créé peut-être des petites euphories durant 2019, ces partis aujourd'hui, pour moi, c'est une chance de participer aux élections. Donc, aller sur le terrain avec des discours haineux, avec des discours incitant à la violence, ne les arrange pas. Ils sont venus à ces élections comme pour dire, nous sommes venus relever un défi, aller au Parlement. Celui qui veut aller au Parlement, ce n'est pas à travers la violence, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça ne vous arrange même pas, parce qu'il y aura des, comme je l'ai dit, la RAC a mis les garde-fous, la Sénat a mis les garde-fous, tout a été mis en place pour que le parti qui va inciter à la violence ait des sanctions. Et vous croyez que ces partis qui, bon, comme on dit souvent, comme on parle de la paix, c'est parce qu'on estime que ceux qui se sont sentis exclus par le passé vont revenir en force pour faire du désordre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais non, ce sont les gens... Non, c'est pas nous qui l'avons rappelé. Peut-être c'est dans le développement. Oui, c'est dans le développement, c'est un débat d'idées. Chacun essaie d'analyser à sa compréhension. Ce sont des gens qui sont là, qui estiment qu'ils ont la chance cette fois-ci d'aller au Parlement. Donc ils vont mettre tous les discours possibles pour que la chance soit à leur côté. Le défi, pour moi, ce ne sera pas forcément la paix. Le défi, c'est quelque part d'autre. Le défi, ce n'est pas la paix. Certainement. Qu'on aura le temps de rappeler tout à l'heure. Et puis, nous allons toujours rester, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs l'actualité, la campagne législative lancée depuis vendredi 23 décembre 2022. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, quel enjeu donc pour la mouvance et l'opposition, ces élections, la 9e législature qui va s'installer à partir de 2023. Stéphane, oui. Oui, moi je pense que la législature finissante, les gens ont tout fait de taxer cela de monocolore, d'un regroupement de partis siamois qui essaie de faire le jeu du gouvernement. Mais est-ce que le parti, est-ce qu'ils n'ont pas, le gouvernement en place? Est-ce qu'ils n'ont pas actuellement, est-ce qu'ils n'ont pas produit ils ont fait, ils ont fait le travail qu'il fallait, et il faut d'ailleurs, c'est le lieu de les féliciter pour le travail qu'ils ont abattu. En fait, un parlement n'a pas, c'est un contre-pouvoir, mais un parlement ne s'oppose pas aux actions de développement. Donc, je pense que cette fois-ci, l'enjeu, c'est pour les partis politiques qui vont aux élections actuellement, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Quand je prends les partis de la mouvance, ils ont le défi de confirmer leur popularité, leur audience. Leur suprématie. En se faisant réélire. Nous sommes d'accord. Et en ayant un certain nombre de députés. Sinon, on pourrait se dire qu'ils ont bénéficié d'une certaine grâce. Donc, ils ont ce défi-là de mouiller le maillot sur le terrain. Par rapport... Est-ce qu'on peut parler encore de bénéficier de grâce? De quelle grâce s'agit-il? Non, mais c'était des suppositions qui étaient fondées sur aucune base. Justement. Mais il faut en tenir compte. À partir du moment où nous avons d'autres partis politiques qui sont dans le jeu et qui sont des partis de l'opposition, nous en avons 3, je pense. Il y a les démocrates. Il y a les démocrates, il y a le MPL et puis il y a FCBE. C'est les 3 partis de l'opposition. Et aujourd'hui, FCBE est là. Non. Alors, nous allons... oui, allez-y. Peut-être faut pas faire de fixation. Non, je ne fais pas de fixation. Mais je veux juste dire que les 3 partis de l'opposition ont tous le défi actuellement
de se faire représenter au Parlement. Parce qu'on leur a donné la chance de le faire. Absolument. Par le passé, ils n'ont pas eu cette chance. Et maintenant qu'ils ont cette chance-là, ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir se faire représenter. Et cela sera déterminant dans le jeu qui va se faire sur le terrain. Parce qu'ils ne se laisseront pas faire. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que les deux autres partis de la mouvance, les deux parties de la mouvance là. Non, il y a aujourd'hui. Oui, il y a quatre. Il y a quatre, mais je parle des deux. Je parle des deux autres, UPR et BR. Les autres sont aussi de la mouvance. Sont de la mouvance. Oui. Mais je vais parler surtout des deux. Les autres n'étaient pas représentés. Mais pourquoi? D'accord, ok. Les autres ne s'étaient pas représentés. Aujourd'hui, il revient au BR et au UPR de confirmer leur cote de popularité par rapport au nombre de députés qu'ils vont avoir. Puisque actuellement, il y a des partis de l'opposition qui sont en jeu. Si autrement dit, aujourd'hui, le terrain est âprement discuté. Le terrain est âprement discuté. Ça ne va pas être le même format, ça ne va pas être comme ce qui s'était passé. Si ils ne mouillent pas le maillot, laissant le terrain aux autres, les autres vont leur avis la vedette. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques prennent conscience qu'ils vont à de véritables élections et ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est à la fin qu'on saura qui est qui. Très bien. Moubarak. Oui, allez-y. J'ai rapidement. Les enjeux de ces élections, moi je les classe sur 3 ordres. Ok. Le premier, c'est d'abord la présidentielle 2026. Vous devez tout faire, d'abord pour les partis d'opposition, qui n'ont ni député, ni maire. La loi dit quoi? Pour être candidat, pour présenter un candidat, vous devez avoir ce qu'on appelle les parrains. Qui sont qui? Les députés et les maires. Absolument. Donc les partis de l'opposition, à savoir FCB, les démocrates et MPL, s'ils veulent forcément passer et aller au présidentiel de 2026, qui soit dans 3 ans, après 2023, après dans 3 ans, ils sont obligés de faire tout pour avoir au moins 10 députés. Parce qu'il n'y aura plus de communales. Donc ils n'ont pas le choix. C'est le premier défi pour les partis d'opposition. C'est ça. Le second défi, c'est quoi? Les partis d'opposition ont leurs militants qui sont encore à l'extérieur, qu'ils estiment que c'est à tort, que ce sont les exilés politiques et qu'ils feront tout pour les ramener au pays. Donc le défi également des opposants, c'est quoi? Lorsque nous allons aller au Parlement, la première des choses que nous allons faire, c'est de mettre peut-être une loi d'amnistie sur la table qui vont voter. Le Parlement a ce pouvoir à travers une loi. C'est l'un de leurs défis. C'est l'un des grands défis même politiques. Dès que les partis d'opposition seront là-bas, principalement les démocrates, s'ils ont réussi à lever un gros nombre de députés. Lever un nombre de sièges. C'est le premier défi. Le second défi, c'est quoi? Le troisième défi, c'est quoi? C'est par rapport au BR et l'UP. Actuellement, le plus grand parti politique au Bénin en matière de députés, de délégués et de maires, c'est l'UPR. Et le président Djoboni l'a toujours rappelé dans ses discours, nous allons confirmer que c'est nous, le plus grand parti du Bénin. C'est nous qui accompagnons le plus le président Patrice Talon. Et qu'à partir de ça, 2026, l'empreinte de 2026 va se décider maintenant. Maintenant. Donc moi, ce sont les principaux enjeux. Parce que si jamais ils font un fiasco, je parle les deux partis, UPR et BR, s'ils font un fiasco sur le terrain, les gens auront raison. Les gens auront raison de dire que oui, en 2019, il n'y avait pas de challenger en face d'eux, c'est pourquoi ils ont tout rasé de façon facile. Aujourd'hui, comme ils ont un challenger, nous avons vu leur poids. C'est pourquoi je rejoins l'argument de Stéphane qui dit qu'ils n'ont pas le choix que de mouiller le maillot pour confirmer leur suprématie sur le terrain. Et non qu'on n'ait pas l'impression qu'ils ont été facilités par le passé. Facilité par le passé, oui. Cette ils ont argumentation, ce n'est que des suppositions. Quand vous parlez de facilité par le passé, facilité par qui? Est-ce qu'ils avaient un challenger? Ils avaient, mais allez-y voir le débat qui se fait à l'Assemblée nationale. Quand on parle de... Non, je ne parle pas de débat à l'Assemblée. Je parle de Siama. Je parle de... Lorsqu'ils sont allés aux élections de 2019, est-ce qu'ils avaient un challenger en face qui va les arracher les voix? C'était les circonstances de l'heure qui ont fait. Voilà, c'est quoi il dit. Donc c'est pas la peine de parler de facilité. Dans l'esprit du commun,
pas quelqu'un, Ah, oui. les conditions. Les circonstances Les de l'heure. Voilà, c'est pour dire. Non, c'est- ce sont les gens qui ont déjà prouvé. Balmassi a été aux élections plusieurs fois. C'est pas celui de 2019 qui a confirmé que Balmassi est un politicien accompli. Et le président Blavonou, ce sont des gens qui ont été à plusieurs élections. C'est peut-être quelques nouveaux qu'on peut dire qui n'ont pas eu de sérieux challenger. Sinon, il y a des grands ténors qui sont restés là depuis 3, 4 Et qui maintiennent toujours Voilà, qui maintiennent toujours leur base. leur fief, Donc, voilà. moi, je ne pense même pas que ces gens-là seront recalés sur le terrain. C'est pas possible. Moi, je parle de ceux qui n'avaient pas compétit dans des conditions comme celui-ci. Les conditions où nous avons 7 partis politiques en liste. Vous avez quoi? 7 partis politiques en liste. Ça veut dire quoi? C'est pas le passé, vous avez 2% vous avez eu 1000%, c'est que 1000 moins 7. C'est ça, ça veut dire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui, Emmanuel? Alors, je pense que les enjeux ont été évoqués par les confrères. Moi, je catégorise les enjeux en 3 ordres. Ok. Le Merci. premier, c'est la démonstration. C'est vrai, les confrères ont abordé la question de ce que l'opposition veut démontrer lors des élections à venir. Mais il faut également parler de la mouvance. Ils ont évoqué cette question. Donc, le premier enjeu, c'est l'enjeu de la démonstration. Démontrer ce dont ils sont capables. Et les partis de l'opposition et les partis de la mouvance. Les partis de l'opposition qui ont toujours estimé que parce qu'ils n'ont pas été au sein donc de l'Assemblée nationale 8e législature, les débats n'ont pas été vraiment menés à la hauteur de leurs attentes. C'est l'occasion pour eux en réalité de démontrer ce dont ils sont capables et de permettre à ce que les lois votées au sein de l'Assemblée nationale soient des lois qui puissent impacter. Et le deuxième défi, selon moi, c'est le défi de la performance. Performance au sein de l'Assemblée nationale. Après l'élection, il faudrait quand même qu'ils aient à participer réellement aux travaux à mener donc au sein de l'Assemblée nationale. Les débats menés, les lois votées, et que ces lois, que ces débats soient des débats et des lois de qualité. La performance se situe également au niveau donc des couches qui ont été insérées donc dans la liste. Je parle des jeunes, je parle des femmes. Et il faudrait que cette performance s'observe au niveau des jeunes qui sont en liste pour les élections et au niveau des femmes qui sont en liste et qu'ils participent réellement aux travaux, à l'élaboration donc des travaux législatifs. Le troisième défi, selon moi, c'est le défi de la validation, puisqu'après tout ce que j'ai cité, il faudrait qu'à la fin donc, du mandat de 3 ans, que les populations soient en mesure de valider ce que les partis, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, ont présenté. Ce que cette 9e législature aurait présenté à l'issue donc de la mandature. Et donc, après avoir réussi à se faire valider, l'enjeu qui se présente, comme l'a dit le confrère, c'est effectivement les élections générales de 2026. Et c'est ce qui va permettre en réalité à ces différents partis-là d'avoir la chance d'être reconduits, je pourrais dire en griffe, pour les élections à venir. Parce que s'ils ratent l'occasion de démontrer réellement ce dont ils sont capables, ils vont perdre en réalité de crédibilité donc vis-à-vis de la population. Et voilà les 3 enjeux que moi j'estime qu'il faut que j'estime et qui se présente en réalité pour les élections. Votre intervention qui suscite des réactions de part et d'autre. Je laisse Moubarak d'abord avant de vous dire Stéphane. Oui. Moi, je voulais rappeler juste, on veut tirer l'attention sur un fait. Il y a le parti, les démocrates, je ne fais pas de fixation, qui estiment qu'ils sont le parti du peuple. C'est l'occasion de le démontrer. Tout comme MPL. Oui. Non. Tout comme les forces corruptes, tout comme les autres partis. Ceux qui crient beaucoup. C'est pour que c'est l'occasion. Si jamais, à la sortie de ces élections, c'est-à-dire au soir du 8 janvier, ils n'ont pas pu au moins déléguer ou bien sortir 30 députés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire vraiment qu'il y a un problème. Ils ne sont pas crédibles dans leur discours. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous non, ne pouvez pas, si vous estimez, vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas juger de leur crédibilité, dire qu'ils ne sont pas crédibles. Non, sur le terrain, oui. Lorsque à chaque fois vous criez que c'est vous, et que depuis on vous a mis de côté pour aller seul, et qu'on vous donne maintenant l'occasion de prouver vraiment que c'est vous le peuple préféré. Si jamais vous n'avez pas le défi, c'est que vous êtes crédible.
Voilà, je pense que tout revient au peuple, hein, puisque même s'ils vont sur le terrain et qu'ils ne parviennent pas à présenter, je ne sais pas, à convaincre réellement le peuple, et que le peuple décide de ne pas les élire, on ne pourra pas les accuser de ce qu'ils n'ont pas réussi réellement à avoir parce qu'ils ont à la toujours fin. joué la victime. Peut-être qu'à l'issue... Moi, je dis ça. Moi, je viens à vous, Stéphane. Oui, c'est parce qu'ils ont toujours joué la victime, qu'ils sont toujours laissés au carreau, que moi je le dis. Vous avez l'opportunité, mouillez le maillot, faites tout, prouvez-nous vraiment que c'est vous que le peuple souhaite. Si vraiment c'est vous que le peuple souhaite, on verra ça à l'issue des résultats. C'est très bien. Oui, Stéphane. Oui, je voudrais relever d'abord quelque chose dans l'intervention de Moubarak. La prétention n'est pas une évidence. On peut prétendre sans que cela ne soit forcément évident dans les faits. Et les partis de l'opposition, ou les partis qui se réclament de l'opposition, ont toujours cette manie de croire que ce sont eux qui sont souvent plus proches du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils profitent des failles du système en place. Ça a été toujours le propre de tous les partis politiques dans tous les systèmes. Donc ce n'est pas parce qu'ils tiennent un discours proche de celui du peuple qu'ils sont forcément proches du peuple. Et ils auront l'occasion de le savoir à la fin de ces élections. Donc tout compte fait, comme je le disais tout à l'heure, ces élections ont pour seule finalité de nous démontrer qui est qui. Dans l'arène politique. Qui est qui? Politiquement, qui est qui? Parce que on a reproché au système qu'il n'y a pas eu d'élection, etc., et qu'il y a une exclusion. Maintenant qu'on est en face, ou bien on est dans une élection inclusive, où tous les partis politiques sont en jeu, il sera question pour ces partis-là de démontrer qui ils sont vraiment. Et ça va être dans le discours qu'ils vont tenir. Et c'est là que moi je veux parler du discours qui sera tenu par, n'est-ce pas, donc ces différents partis. Et ces différents candidats dans oui, ces constitutions. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un peu du mal, quand nous sommes dans le cadre des élections législatives, j'ai un peu du mal à parler de projet de société, mais plutôt à parler de la qualité des députés qui sont élus à l'Assemblée et de leur capacité d'approche et de perception à pouvoir proposer des lois au prorata des besoins, n'est-ce pas, donc de la population. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Au prorata des besoins de la population. Les députés qui vont à l'Assemblée, là, en face de la population, ils doivent pouvoir dire, nous, là, quand nous irons à l'Assemblée nationale, nous allons voter des lois qui vont vous arranger dans tel secteur et dans tel secteur. Et c'est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin. Des lois de qualité, des lois qui sont capables de ménager la population. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Donc en face du peuple, ce sur quoi moi j'attends ces candidats-là, c'est je vais à l'Assemblée nationale pour voter telle loi. À l'issue de ces 3 années-là, nous allons proposer telle série de lois. Et cette série de lois-là, c'est pour atteindre tel objectif. S'ils ne sont pas capables de nous démontrer ça, moi je juge les candidats sur la base des lois qu'ils veulent aller proposer. Parce que tout se joue au niveau des lois à l'Assemblée nationale. Tout se joue au niveau des débats qui se mènent. Quelles sont les questions qui seront proposées au gouvernement? Est-ce qu'ils iront voir le peuple pour dire qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils iront voir les travailleurs pour dire qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils iront voir, je ne sais pas, les acteurs du secteur privé pour dire qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et s'ils ne réussissent pas à le faire, on le verra bien. Alors, je suis parfaitement d'accord avec Stéphane et je pense qu'il y a l'un des candidats qui a fait une proposition que moi je trouve pertinente. Parce que, vous savez, généralement, on dit, je vais à l'Assemblée nationale, au nom du peuple. Mais généralement, on ne consulte pas le peuple. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, que les campagnes se déroulent en tant que des moments d'échange. C'est-à-dire, le peuple dit ce qu'il voudrait que ses représentants à l'Assemblée nationale fassent au sein de l'Assemblée nationale et que les représentants disent maintenant ce qu'eux ils proposent en réalité. Et lors du vote des
des lois, il faudrait également que ces différents acteurs, ces différentes couches soient consultés avant donc que ces lois ne soient votées. Et donc, en faisant ainsi, il y a d'inclusion dans le vote de ces lois-là. Il y a l'implication donc de la population qui est représentée au sein donc de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est un exercice à faire par les partis politiques. Très bien. Oui, Aboubarak qui opine de la tête. Oui, une minute même si vous voulez. Oh, ok. Et moi, je vais dire quoi? Oui. Ces élections, pour moi, c'est un référendum. Vous êtes pour, vous êtes contre Patrice Talon. C'est tout. C'est tout. Et les résultats vont nous prouver ça à la fin. Très bien. Merci à vous, Moubarak Assoumoulo. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Meilleur. Stéphane Arquino-Rosso, rédacteur en chef de L'Autre Vision. Et puis Emmanuel Loconon, secrétaire de rédaction du quotidien La Primeur. Et nous continuons avec notre discussion de ce dimanche matin. Oui, avec vous, Moubarak, le sujet qui vous aurait intéressé. Oui. C'est d'abord... Et l'arrêté, le compte rendu du Conseil des ministres la dernière fois qui supprimait cette fixation de prix qui avait créé tant de tollé dans le monde des agriculteurs. Oui. Moi, j'analyse, ça a été pertinent pour moi parce que je me suis dit que c'était une occasion pour les producteurs d'être aujourd'hui maîtres de leurs produits. Je m'explique. Lorsque l'État a pris la décision de fixer, et l'État parle de quoi? Fixer au prix au milieu du plancher, voilà, du plancher de certains produits, le prix plancher de certains produits. Les gens n'ont pas compris. L'État a dit quoi? Vous pouvez vendre vos produits, le karité, le soja et la cajou, ou bien vous pouvez vendre ces produits pas en dessous de tel montant, le prix minimum. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont pensé que c'est le prix homologué, le plus fixé totalement. Les gens n'ont pas compris. C'est ça la loi. Comme moi j'ai lu le conseil des ministres, c'est ça le conseil, c'est ça ils ont expliqué. Je ne sais pas si vous avez lu ça comme moi. Ça ils ont expliqué. Les gens ont cru que c'est le prix homologué. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu veux vendre ton soja, ton prix c'est ça. Non. Mais l'État, dans l'esprit de protéger les producteurs, a dit vous pouvez vendre vos produits, mais pas en dessous de ça. Vos produits peuvent commencer, un exemple, je dis n'importe quoi, 200 francs. Pas en dessous de 200 Le communiqué a bien précisé selon l'évolution du marché. Voilà. Mais les gens sur le marché, comme les hommes d'affaires, on sait toujours les véreux qui profitent toujours des failles de la loi pour escroquer les producteurs. Et ils sont venus dire aux producteurs, l'État a dit que c'est 200 francs, j'achète ça à 200 francs. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que l'État a dit 200 francs, j'achète ça à 200 francs. Mais les producteurs se sont sentis vraiment blessés. Et ça a créé ce tollé qui a mené l'État forcément à faire rétropédalage. Moi, je dis non, que ce sont peut-être... une malcompréhension parce que c'est l'occasion. Tu peux vendre ton truc pas en dessous. C'est-à-dire quoi? Même si quelqu'un vient marchander n'importe comment, la personne peut acheter ça en dessous de. Tu peux augmenter, mais pas en dessous. Mais les gens n'ont pas compris. La loi, ça fait ce que ça a donné. Et je vais même rappeler une chose. Rappelez-vous, en 30 juillet 2020, le gouvernement avait pris un arrêté, le ministre des Finances avait pris un arrêté pour fixer le prix des mètres carrés des parcelles. Des parcelles, oui. C'est fini. Les gens ont dit que, non, ta parcelle là, c'est 1000 francs. Mais c'est 2000, ça va coûter le mètre carré. Alors que le gouvernement, non. Moi, pour prélever ma taxe, si tu vends ta parcelle, j'estime que dans ce domaine-là, dans cette commune d'antan, je prends tel montant. Peu importe ce que tu as vendu. Mais les gens ont compris que non, comme le gouvernement a dit que ça, tel domaine, c'est tel montant ta parcelle. Donc, c'est un peu ça. Une question de compréhension. Souvent, qui amène souvent les gens à penser que l'État est en train de taquiner ou l'État est en train de faire cela. Et c'est un peu une question de compréhension pour moi. Très bien. Merci à vous, Moubarak et Stéphane. Et là, ce sont, au regard des dispositions prises, c'est certainement, après avoir fait plusieurs enquêtes sur le terrain, aujourd'hui, les producteurs sont vraiment les plus favorisés. Ils se sentent aujourd'hui heureux. Oui, moi, je commence déjà par féliciter le gouvernement de Patrice Talon qui, à travers ce Conseil des ministres et cette décision, a démontré ou a donné la preuve qu'il est soucieux de l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Parce que cette décision va à leur avantage. Désormais, c'est eux qui fixent leur prix. Et je pense que, comme l'expliquait tout à l'heure, ce que faisait le gouvernement, c'était juste pour recadrer. Pour recadrer, aider, pour dire, bon, vous ne pouvez pas aller en deçà de ça. Mais c'est que la communication qui est faite autour même des prix qui sont donnés par le gouvernement favorise la chose. Pourquoi? Parce que souvent,
quand on dit le gouvernement fixe le kilo A, je ne sais pas si vous comprenez, quand on dit ça, les gens ont l'impression que c'est à ce prix-là qu'il faut vendre. Donc il y a aussi une question de communication autour. Parce que souvent, quand le gouvernement fait le conseil des ministres, dit et fixe le prix A, souvent on ne dit pas prix plancher ou des trucs là, on dit le gouvernement fixe le prix A. Même au niveau de l'essence aussi, c'est la même chose. Mais c'est pourquoi le secrétaire général a joué du gouvernement porte-parole, fait cet exercice d'expliquer, de revenir, d'apporter des clarifications aux hommes des médias chaque fois, et donc à la population. Ces explications, quand on suit le compte rendu du Conseil des ministres, ces différentes explications-là n'ont pas favorisé, n'ont pas en tout cas amélioré la situation. Maintenant que le gouvernement a supprimé tout ça, a refusé de continuer par faire cette pratique-là, il faut s'en réjouir et souhaiter que les producteurs bénéficient vraiment du fruit de leur travail, de leur labeur, parce que ce n'est pas quand même normal que quelqu'un qui travaille, voyez, ne juge pas du fruit de son travail, et que ce soit un autre qui vient acheter ce qu'il produit. Parce qu'il a les moyens. Parce qu'il a les moyens. Moi, je pense que c'est heureux. Il faut féliciter le gouvernement. Maintenant que c'est fait, il faut que les producteurs aussi s'organisent pour que la fixation des prix ne se fasse pas n'importe comment. Voyez, ce que le gouvernement peut-être avait prévu 185 francs comme prix plancher. Un exemple comme ça, qu'ils ne viennent pas eux dire, bon, minimum là, ce que moi ils vends c'est à 300 francs. Bon, moi je pense que ce n'est pas aussi bien. Donc ils doivent faire preuve de bon sens dans la fixation, n'est-ce pas, des prix de leurs produits. Très bien. L'autre question que en tout cas les consommateurs, même les Béninois se posent, mais pourquoi cet intérêt sur ces produits, le soja, le cajou, karité, pourquoi cet intérêt sur ces trois produits? Emmanuel, vous avez lu? Bon, c'est vrai que je n'en sais pratiquement rien. Je ne sais pas réellement pourquoi, pas grand-chose de ce pourquoi ces produits-là sont mis en avant quand on parle de commercialisation très souvent. Je n'en sais pas grand-chose. Ce que je voudrais quand même souligner, c'est la décision qui a été prise par le gouvernement. Je crois, les confrères l'ont dit. C'est une décision qui, ma foi, constitue un ouf de soulagement pour les producteurs. Ouf de soulagement parce que je suppose que c'est quelqu'un qui va acheter, bien qui va produire du pain. Avant de produire le pain, il faut forcément, c'est un exemple que je donne pour pouvoir expliquer le fait. Avant de produire le pain, il doit forcément acheter les intrants. Il va acheter les différents éléments qu'il doit utiliser pour produire le pain. Celui qui produit ici et celui qui produit par exemple à Porte-Novo n'ont pas forcément investi les mêmes choses. Et donc lorsqu'ils vont vouloir vendre, je suppose qu'ils vont tenir compte de l'investissement qu'ils ont fait avant de pouvoir dire mais ce pain-là, je le vends à 5 francs, ce pain-là, je le vends à 10 francs. Et donc le fait de donner libre cours donc aux producteurs de fixer le coût donc de ces produits-là, ça va leur permettre de tenir compte de tout ce qu'ils ont investi dedans et de pouvoir vendre en tenant compte, comme l'a dit le communiqué, de leurs intérêts et de l'évolution donc du marché. Donc je crois que c'est une décision qui, ma foi, était attendue depuis très longtemps et qui intervient pour permettre aux producteurs d'être davantage engagés dans la production donc de ces Oui, Bouba. Oui, moi je voulais dire, vous avez posé la question de savoir pourquoi cet intérêt. Voilà. Le soja, le cajou. Voilà, ce sont des produits sur lesquels on peut spéculer rapidement. Très facilement. C'est-à-dire quoi? Tu conserves, tu guettes le marché, dès que le marché, tu cèdes. Et après, tu caches encore un peu. Ce sont les produits sur lesquels on peut spéculer rapidement. Ce sont les produits d'exportation. Les gens importent ça beaucoup, Donc, si tu arrives à acheter, tu arrives à magasiner beaucoup en quantité, tu pourras stocker et attendre peut-être que le marché s'envole et tu vends. Et après, donc que le marché veut encore se casser, tu retires. Donc c'est pourquoi le gouvernement a voulu, par exemple, pour maîtriser ce marché. C'est une étude que le gouvernement a fait. Le gouvernement a fait une étude à travers les dépenses que les producteurs font dans la production de ces produits. Le gouvernement a dit, bon, à travers ça, pour ne pas que vous perdez, le gouvernement a bien précisé, le communiqué a précisé ça, pour ne pas que vous perdez, ne vendez pas ça en deçà ou bien en dessous de tel montant. Mais parce qu'on n'a pas de prix plancher.
c'est différent de prix homologué. C'est ça, souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre. Fait la Voilà, si on comprend ces deux thèmes-là, on va comprendre que lorsqu'on parle de prix plancher, c'est un prix. Moi, ça m'arrange. Parce qu'il n'y a pas ce producteur qui vient, ce commerçant, cet opérateur économique qui viendra acheter mon produit en dessous de ça. Je peux augmenter. Le gouvernement n'a pas dit de ne pas augmenter. Vous pouvez augmenter. Mais selon l'évolution du marché. Voilà, mais il y a le communiqué qui a précisé cette partie selon l'évolution du marché. Voilà. Donc, les gens qui pensent que peut-être le gouvernement fait ça pour acheter, pour un peu faire du charme, pardon, les choses s'approchent. Moi, je crois que le débat n'est pas d'autre. Donc, très bien. Oui, Stéphane, vous, l'intérêt. Le soja, on sait que le soja intervient dans la fabrication de plusieurs produits, des biscuits, etc. etc. Le beurre de karité qui rentre dans les produits de beauté, etc. L'autre, je veux parler du acadou aussi, on sait. Mais alors, ça devient très prisé. Évidemment, comme vous venez de le souligner, ça devient vraiment prisé. Quand on prend le acadou, c'est vraiment importé. Hein. C'est vraiment importé. C'est une filière, qui suscite une forte attraction. Donc, même à l'extérieur, les gens viennent. Quand la campagne commence, vous voyez. Les gens s'installent même au Bénin. Voilà, les gens s'installent au Bénin. Pour faire la campagne. Voilà. Donc, je pense que pour le truc là, le soja, c'est récemment que les gens se sont organisés, puisque le soja, c'était pas vraiment, en vogue. Il y a juste quelques années quand les gens ont compris. Et vous voyez que les producteurs vont en masse maintenant vers le soja. Et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a commencé par s'impliquer dans la gestion. Voilà. Donc je pense que l'implication du gouvernement dans l'organisation de cette différente filière, je pense que ça fait partie des rôles régaliens du gouvernement. Et donc c'est heureux que le gouvernement ait un regard là-dessus, même s'il décide maintenant à ne plus vraiment fixer les prix, le gouvernement doit continuer par avoir un regard là-dessus pour qu'il n'y ait pas des dérives. Regard de contrôle, oui, pour qu'il n'y ait pas et d'encadrement. Et d'encadrement. Oui, mais l'autre chose, est-ce que les importateurs, les commerçants venant d'ailleurs ne vont pas venir, vous allez tout ramasser sur notre terrain, alors qu'on a aujourd'hui des usines qui procèdent à de la transformation sur le terrain. Et nous sommes sur un plan purement commercial. Quand moi je produis et que j'offre à un prix, c'est le meilleur prix. C'est le meilleur prix que moi auquel que moi je cède. S'il y a des usines sur place qui peuvent profiter de ma production, mais qui ne m'offrent pas un bon prix, je ne leur cède pas. Au nom de quel... je ne sais pas, je ne leur cède pas. S'il y a d'étrangers qui viennent et qui me proposent un bon prix, moi je cède. Parce que j'ai besoin de rentabiliser ce que je suis en train de faire. Donc on ne va pas faire du patriotisme pour du patriotisme. Je pense que si ce que je produis peut être consommé sur place à un bon prix, il n'y a pas de problème. Mais si ça peut être consommé et on ne va pas me proposer un bon prix, je ne trouve pas la nécessité de céder ça. Très bien. Oui, le gouvernement avait déjà pensé à ça en voulant interdire l'importation de certains produits, mais par la suite, il a fait un rétropédalage. C'est pour dire quoi? Le gouvernement pense à la chose, c'est peut-être parce que les industries qui vont servir à la transformation de ces produits ne sont pas encore bien opérationnelles. C'est maintenant que la zone industrielle est en train de s'installer, c'est maintenant qu'elle est en train d'amener les industriels au pays. Peut-être que ce n'est pas très bien et encore installé. Comme l'a dit le gouvernement dans son dernier communiqué sur l'importation de certains produits, il a encore repoussé l'échéance jusqu'à une date ultérieure. Dès que ce moment viendra, je crois que le gouvernement va prendre ses responsabilités pour ne pas que ces produits que nous-mêmes nous produisons soient bénéfique pour le pays. Très bien. Merci à vous. Nous allons très rapidement aborder le dernier sujet de cette émission, c'est question de sécurité. Nous sommes, c'est la période de fin d'année, la nécessité de redoubler de vigilance de part et d'autre. Mourad, vous étiez là. Oui, moi je vais appeler mes frères, mes soeurs et mes parents également à
beaucoup de violence durant ces dernières années, durant ces derniers jours pour clore l'année 2022. Ce sont des périodes où nous entendons souvent des trucs vraiment inimaginables, surtout les enfants. Surveillons, mais surveillez vos enfants. Lorsque vous avez votre jeune frère, votre jeune soeur qui s'en va en sortie ou bien en boîte de nuit, rappelez-le de ne pas trop boire. Il boit à minima et qu'il revienne tranquillement à la maison. Ou si vous pouvez interdire lui simplement d'aller un peu plus tôt et de revenir un peu plus tôt, pas tard dans la nuit. Parce que ces derniers moments, nous avons vraiment des cas d'accident, des cas d'enlèvement, des cas de... Voilà, donc c'est vrai, fait-on, mais dans la modération. Dans la modération, oui. Emmanuel Lokono. Alors, je pense que la vigilance se situe à 3 niveaux, au niveau sécuritaire, au niveau alimentaire, au niveau financier. Niveau sécuritaire, parce que, comme l'a dit le confrère, il y a dans cette période-là beaucoup de choses qui se passent, non seulement en circulation, mais également au niveau donc de la question de braquage et autres. Alors, il faut que les populations soient vigilantes pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Alors, le deuxième, j'ai parlé de vigilance alimentaire. Je rappelle que le contrôleur général, le directeur général de la police a en tout cas mis en garde ces malfrats qui perturberaient. Oui, mais il faut quand même que la population soit vigilante, même s'il y a mise en garde là. Très bien, et vigilance sécuritaire, j'ai parlé de ça, vigilance alimentaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans cette période-là que les commerçants mettent sur le marché des produits avariés. Et donc, il faudrait que de temps en temps, bien sur le marché, la population puisse contrôler, vérifier si les produits qu'elle veut acheter n'est pas peut-être périmé. Et le troisième niveau plutôt, c'est le niveau financier. Niveau financier parce que au cours de la période des fêtes, là, on a tendance à beaucoup dépenser. Surtout qu'il y a augmentation salariale. Ah mais c'est pas parce qu'il y a augmentation de salaire qu'il faut dépenser sans modération. Il faut dépenser, mais en pensant également à janvier au mois qui vont venir après. Oui, Stéphane. Non, je pense que Emmanuel a déjà situé les responsabilités, mais je pense que la police également doit redoubler d'ardeur. Les commerçants doivent faire attention à ce qu'ils servent à la population. Et les populations elles-mêmes doivent se prendre en charge et savoir que cette période est une période sensible où tout le monde cherche l'argent à tout prix et donc elles doivent se prendre en charge, savoir quoi faire, quoi manger, quoi boire, comment sortir pour que tout se passe bien et surtout prudence sur les voies. Je vais oui, pour finir. Oui, c'est 15 secondes. Oui, c'est pour dire quoi. Ceux qui sont en ville, qui ne soient pas surpris de voir beaucoup d'engouement par rapport à l'habitude, comme en période d'année. C'est-à-dire quoi, il y a les gens qui quittent un peu nos contrées, nos périphéries pour venir faire du profit. Donc, souffrir un peu que la circulation soit un peu dense ces derniers temps. Mais c'est à nous de faire d'être beaucoup patient. Très bien. De la patience, merci à vous, chers collègues. Emmanuel Lokono, secrétaire de rédaction au quotidien La Primeur. Merci d'être venu. Moubrak Soumbolo, rédacteur en chef du quotidien Le Meilleur. Et Stéphane Achinou-Rossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être venus. Mesdames et messieurs, le programme dominical de ce dimanche de Noël se poursuit sur ETélé. Le grand format, juste après nous, c'est le bulletin de l'information et puis l'équipe pour le débrief. Passez de très bons moments de fête en compagnie de ETélé Bénin.